Ce soir, on va parler de quelque chose que j'aurais dû aborder depuis le début, il y a 2 ans, à savoir essayer de définir la littérature. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte à la rencontre dernière que c'était pas quelque chose de consensuel et qui était partagé par tout le monde, que chacun, quand on parlait de littérature, avait sa propre définition, son propre idéal et ses propres critères de jugement. Et donc, on va essayer ce soir d'y voir plus clair. J'essaierai, moi, de vous proposer un point de vue qui est personnel, qui vaut ce qu'il vaut. Et si vous voulez partager le vôtre, vous serez les bienvenus. En fait, c'est une question qui m'obsède depuis quelques semaines, parce que c'est pas une question qui a une réponse évidente. Sartre avait consacré un livre à la question sans jamais y répondre tout à fait, même si l'essai est vraiment passionnant et je vous encourage à le lire. Mais pour autant, si elle m'obsède, cette question ne me passionne pas, parce qu'on peut très bien écrire de la littérature sans savoir pertinemment ce qu'est la littérature et sans savoir pertinemment la définir, puisque de toute manière, la littérature est un mot dont le sens moderne ne date que du XVIIIe siècle, et avant, on écrivait de la littérature, et on écrivait de la bonne littérature. Donc ça, ce sont des considérations théoriques qui sont importantes quand on essaie, comme j'essaye de le faire, de transmettre un savoir-faire littéraire, pour vraiment qu'on sache de quoi on parle et qu'on parle surtout de la même chose. Mais vous pouvez très bien ne pas trop vous inquiéter de ne pas avoir une réponse définitive, c'est pas grave. Donc, peut-être qu'Anne va pouvoir nous parler de sa vision de la littérature comme un jeu, qui est assez pertinente. Alors c'est vrai que la littérature, c'est de la créativité, c'est réimaginer le monde, ou le voir autrement, ou donner à le voir autrement. Et ça se rapproche beaucoup du monde de l'enfance, où quand on est petit, on s'imagine un tas d'histoires, où cette chaise, ça peut devenir une voiture, mais de façon très sérieuse. Parce que quand on est enfant, on s'imagine tout un univers, mais on ne veut surtout pas qu'on nous dise que c'est faux, ou qu'on nous contredise quand on décide que telle poupée est vivante, ou tel petit avion peut réellement voler. Et la littérature, en fait, c'est ça, c'est retrouver son imaginaire d'enfant, et tout en ce que ça soit, enfin, tout en restant très sérieux et très ancré dans cet imaginaire et cette création. Et donc Thibaut m'avait donné une petite phrase de Baudelaire qui est « Le génie n'est que l'enfance retrouvée à volonté ». Et dont il parle dans Le peintre de la vie moderne. Et il dit aussi « Le génie de l'enfance », c'est-à-dire un génie pour lequel aucun aspect de la vie n'est émoussé. Donc c'est sans arrêt en fait redécouvrir les choses de la vie quotidienne sous un œil neuf, comme un enfant en fait découvre le monde. Et chaque expérience d'un enfant, c'est une expérience nouvelle. Et notre vie d'adulte, parfois émousse les expériences et émousse même les paysages, les relations entre les personnes. Et la littérature, ça nous permet de recréer ça sans cesse, enfin de renaître, presque, de redevenir enfant et de redonner à voir. Et on parlera beaucoup aussi de la relation entre le lecteur et l'écrivain, et que le lecteur lui-même se remette à créer aussi son monde et redevienne aussi lui l'enfant qui va créer, qui va voir le monde sous un œil neuf. Excusez-moi, vous pouvez rappeler la citation que vous avez dite de Baudelaire ? Alors c'est « Le génie n'est que l'enfance retrouvée à volonté ». Merci. Lisez le peintre de la vie moderne, dans lequel Baudelaire définit la modernité comme une chose double, enfin plutôt définit l'art ou la beauté comme une chose double, avec une part moderne, transitoire, un peu fluctuante et historique, et une part intemporelle et éternelle.
Et la beauté, pour qu'elle soit réellement intéressante, doit avoir ces deux composantes, parce qu'il n'y a pas une beauté comme ça platonicienne qui existerait hors de tout contexte, hors de tout déterminisme. Et la beauté comme ça, moderne, historique, transitoire, est une sorte de médium qui nous rend accessible cette beauté éternelle. Et si en tant qu'écrivain, vous cherchez à faire beau, sans vous intéresser à ce qui est beau dans notre vie moderne et à ce qui est beau, ou en tout cas intéressant dans la vie que vous vivez, il y a des risques que vous tombiez dans l'académisme, dans le pompier, et des répétitions en fait de tradition, des répétitions du beau du 19e siècle, des répétitions du beau du 20e siècle. Et le but de l'art, pour qu'il reste en vie, c'est de capter l'ère du temps, de capter ce qui fait de nous, de notre société, de notre époque, de notre siècle, ce qu'il est, et de réussir à lui donner une forme, une représentation pour que nous, simples mortels, on puisse se l'approprier, se l'assimiler, et comme tu disais, revitaliser nos sens et notre sensibilité. Parce que je ne suis pas un grand fan de la vie quotidienne, parce que c'est assez répétitif et c'est assez pratique, et plus j'écris et moins je suis pratique, et plus ma vie est une catastrophe. Mais le problème de la vie quotidienne, c'est que c'est beaucoup d'habitudes et beaucoup de répétitions. Et l'habitude et les répétitions ont tendance à nous plonger dans un état automatique, dans une pensée automatique. Et ces automatismes-là nous empêchent de voir comme un enfant de 4 ans découvrant la mer, ou je ne sais pas quelle expérience extraordinaire on fait à cet âge-là. Et donc du coup, on n'a plus qu'un contact au monde, à la vie, à l'humain, biaisé par toute une somme d'habitudes, et surtout une somme de préjugés, puisque notre regard est construit par l'enseignement, l'éducation, on va dire le contexte socio-culturel dans lequel on est arrivé sur Terre, et s'en défaire pour réussir à retrouver une virginité du regard, c'est très compliqué, ne serait-ce que parce que la conversation quotidienne est une conversation à base de clichés, et le cliché est l'ennemi numéro 1 de tout écrivain. Et réussir à écrire, donc réussir à donner à voir quelque chose d'une manière nouvelle au lecteur, c'est réussir à se défaire de nos habitudes, de nos préjugés, de nos clichés, et retrouver une manière de montrer un coup de foudre ou je ne sais pas quoi. D'où ma définition provisoire de la littérature que j'avais comme ça inventée à la dernière rencontre sans trop y réfléchir, et je me suis aperçu qu'elle n'était pas du tout consensuelle, puisque je définis ainsi la littérature est littéraire ce qui change la littérature, savoir ce qui la renouvelle et ce qui en même temps renouvelle notre regard. Du coup, et j'en ai conscience, c'est une manière de repousser à l'horizon de manière indéfinie la définition en propre de la littérature, mais encore une fois, c'est pas si grave que ça. Et quand je dis changer la littérature, je ne vous demande pas de réinventer l'alphabet ou des choses si radicales, mais ça peut être tout simplement trouver de nouvelles métaphores pour éviter tous les clichés qui nous encombrent et qui font barrière à notre perception du monde et de la vie. Et aussi changer la littérature, parce que tout simplement le monde change continuellement, et du coup si vous ne changez pas les moyens littéraires de donner à voir ce monde inédit et cette nouvelle vie, il y a de fortes chances que le décalage soit tel que de toute manière vous n'arrivez même pas à percevoir et à montrer
ce qui fait que, ce qui signe la modernité de notre période. Et c'est pour ça qu'il faut bien, on va dire, séparer l'élément purement de pur divertissement que peut avoir la littérature et quelque chose de plus enrichissant. Je parle, peut-être que je te laisse parler, excuse-moi. Ouais, en fait, la littérature, c'est vrai que c'est pas seulement c'est pas un divertissement, c'est une façon d'enrichir le réel. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une façon de recréer le monde sans arrêt, de montrer différemment, et aussi, en fait, ce qui nous touche souvent quand on lit un livre que je considère comme littéraire, c'est qu'il va pouvoir exprimer des pensées, des sensations, des sentiments qu'on a ressentis, mais qu'on n'a jamais réellement réussi à exprimer. Et ça va nous donner, en fait, un peu nous libérer. Sartre disait la littérature est un rêve libre. Ça nous libère et ça nous permet d'exprimer, de sortir ce qui était en nous et qu'on n'a jamais réussi à exprimer différemment, soit en écrivant nous-mêmes, soit en lisant ce qu'un auteur a pu vouloir dire et qui va nous toucher. Et je suis pas d'accord. Comment vous n'êtes pas d'accord avec nous, mon Dieu? Non, mais je veux dire, je comprends pas cette purification de la littérature, d'enlever le plaisir qu'on peut avoir à lire. Enfin, je veux dire, si on se plonge dans un ouvrage quelconque, disons n'importe quoi, mais c'est parce qu'on aime ça, c'est parce que il y a une gratification. Et si on en est, enfin, je veux dire, il faut séparer le côté plaisir du côté. Ah non, j'ai pas parlé de séparer le côté plaisir du côté. Vous venez de dire séparer l'élément de divertissement. Bon, pour moi, enfin, le plaisir. Non, il y a un plaisir dans le divertissement. Alors divertissement au sens d'échappatoire du réel. Alors que pour moi, en tout cas, la littérature est un enrichissement du réel. Enfin bon, je veux dire, n'importe quoi que ça puisse être, le truc, enfin, il y a un attachement, il y a un truc qui vous attire, il y a une attraction, et cette attraction, c'est... Bon, enfin, le divertissement, je sais pas ce qu'on appelle divertissement, mais c'est que quand on lit, on s'oublie, on est dans un texte, et voilà, et c'est ça le divertissement. Enfin, pour moi. Donc on parle de la même chose en fait. oui. Donc tout va bien, pas de souci. En fait, il y a et c'est pour ça que j'ai fait une. C'est très pascalien, ça. Ce que tu veux dire. La dernière fois, j'ai parlé en effet de plaisir et j'ai dit quelque chose comme le plaisir est un bon critère de jugement d'une œuvre littéraire. Le problème, et ça je l'ai compris juste après, c'est que il existe des plaisirs de peu d'exigence. Et le problème, c'est que quand on cherche à définir ce que peut être la littérature, et quel peut être ce que peut être la littérature à son plein potentiel, on ne peut pas seulement se contenter de la définir par le plaisir que soit personnellement on peut en avoir. C'est une donnée éminemment importante et centrale. Et Sartre parle plutôt de joie esthétique, qui est, je trouve, une notion intéressante. Et parce que, pour parler dans un autre rayon, j'adore manger des burgers, c'est pas pour autant que je dis que c'est de la gastronomie. Voilà. Et c'est un peu on va dire la séparation que j'opère, un peu brutale, entre quelque chose de nutritif et quelque chose et une véritable expérience d'essence. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair et si ça. Oui. Ça m'évoque juste quelque chose que d'ailleurs j'ai relu en attendant cette conférence, c'est que Maurice Blanchot, Oui. il parle bien de l'espace littéraire, qui est une notion très difficile à cerner, mais il parle de la littérature comme expérience.
Et quand on parle d'une expérience, elle doit être entendue et vécue, elle doit être entendue parce qu'elle est vécue à plusieurs niveaux. Donc je pense que tout le monde a raison. Vous avez raison dans le plaisir parce qu'effectivement, mais ça c'est, si je puis dire ainsi, un niveau assez superficiel. Mais en revanche, il y a une expérience de la littérature que vous faites intérieurement qui va en fait se baser sur ce que vous lisez, mais qui va le transcendre. À travers ce que vous êtes, à travers ce que vous, en tant que lecteur, vous apportez à ce que vous lisez. Et finalement, c'est cette transcendance de ce que vous lisez, dans le sens de la vraie littérature, qui va donner le sens un peu diaphane de ce qu'on veut toucher par la notion de littérature. Et donc je pense qu'effectivement, quand on parle de la vraie littérature et on distingue avec la littérature divertissement ou un peu médiatique, c'est parce que justement on cherche la littérature dans cette zone-là qui est très fine, et où il y a une transcendance parce qu'il y a quelque chose qui se crée de nouveau. Et qui dépasse le réel, qui dépasse le temporel, qui est quelque chose, il y a une création nouvelle qui surgit de l'écrivain plus du lecteur. On a besoin vraiment des deux pour arriver à cette notion de la littérature. Donc je pense que ça se passe à plusieurs niveaux. Une réception, voilà. bien sûr, il y a l'émission puis la réception du lecteur. Mais il y a quelque chose qui se passe. Et quand cette chose-là se passe de manière très profonde, là on dit effectivement, là c'est de la littérature. Parce que parfois, ça ne se passe pas. Vous lisez un journal, la transcendance, bon, elle n'y est pas tellement. En revanche, vous lisez, je ne sais pas, mon Proust, là, il y a un phénomène de transcendance. Bravo pour avoir résumé en 1 minute Maurice Rancho. Il y a quand même des données qui permettent de dire ça c'est bien écrit, ça c'est mal écrit. Un texte qui n'est fait que d'une suite de clichés est si peu littéraire et si peu dévoilant de la réalité, de la nature humaine et de tout ça, que bien sûr c'est une suite de mots, bien sûr c'est imprimé et relié, et souvent broché en fait, mais c'est assez peu intéressant, et c'est si peu intéressant que j'arrive même pas à m'énerver contre ce genre de livre. Pour qu'il y ait littérature, il faut qu'il y ait un échange entre une sensibilité et une autre. Et le problème, c'est que quand il n'y a pas cet échange, parce que à la base, à savoir du côté de l'auteur, il y a très peu qui est transmis, et ce peu est si mince qu'on le reçoit à peine. Là, j'ai du mal à dire que c'est de la littérature. Alors après, c'est dit avec toute l'arrogance que vous me connaissez, mais pour justement progresser, et là je parle comme prof, ou je ne sais pas comment on pourrait m'appeler, mais pour progresser dans l'écriture, il faut savoir lire. Il faut savoir lire en disant ça c'est de la merde et ça c'est bien. Ça c'est un cliché, ça c'est pas un cliché. Ça c'est intéressant parce qu'il réussit à nous faire ressentir la détresse du personnage sans la nommer, et donc il nous laisse l'imaginer et donc la créer à sa place. Et donc du coup on est happé par la scène et on vit la scène en même temps que le personnage. Ça c'est de la littérature. Parce qu'il y a participation active de l'imagination de l'écrivain, du lecteur, et invitation par l'auteur au lecteur à s'inviter comme ça dans son histoire et à interpréter. L'interprétation est une part importante de la littérature. Et quand il n'y a rien à interpréter dans un livre, là je m'ennuie, mais pour des raisons objectives, et c'est pour ça que j'ai tendance à déconsidérer cette part qui est quand même de la littérature, mais si peu ce que peut être la littérature que ça m'agace. Et inversement, là où il y a matière à interprétation, c'est là où il y a littérature. Et il y a des écrivains que je ne supporte pas. Je parle souvent de Houellebecq comme exemple parfait de ce genre de problème. Je n'aime pas Houellebecq parce qu'il y a un vrai conflit de personnalité, un vrai conflit de sensibilité. Il est dans son trip nihiliste parce qu'il généralise sa détresse sentimentale et son manque d'amour quand il était enfant à toute la Terre, et nous empêche d'avoir le moindre espoir sur notre vie. Et moi, c'est tout l'inverse. Donc
forcément, on ne peut pas être d'accord. En fait, il y a matière à dissension, à débat, à engueulade. Et donc, parce que on interprète les choses différemment. Et ça signale la littérature. Alors que... alors, je vais encore parler de Guillaume Musso. J'allais le dire en même temps. Oui. Mais franchement, et là aussi, ça m'énerve d'en parler parce que j'ai absolument rien contre ces gens. D'autant plus qu'ils vivent de leur plume. Guillaume Musso et Marc Lévy, il n'y a absolument rien à interpréter, c'est tout. Et donc là, n'ayant plus ma part de co-création, je referme le livre. Et c'est vraiment, pour moi, difficile à lire. Sans pause littéraire de ma part, c'est vraiment difficile à lire parce que justement, à toutes les pages, il me prend pour un con en m'expliquant noir sur blanc tous les états d'âme des personnages, en nommant chacun des états d'âme des personnages, en expliquant tout, en ne laissant rien à la découverte libre du lecteur. Toute tentative littéraire n'est pas réussie, ça se saurait. Mais je préfère encore une tentative littéraire qui échoue que pas de tentative du tout. Les grands génies font aussi des ratés parce qu'ils essayent tellement de dépasser leurs moyens que par moments ça foire et par moments l'effort à consentir de la part du lecteur est si élevé pour un plaisir, mais le plaisir justifie-t-il les efforts? Il y a un équilibre à trouver entre l'effort consenti par le lecteur et les tentatives de l'auteur, entre ce que doit apporter de sa sensibilité le lecteur pour faire advenir le livre et ce que doit proposer l'auteur comme matériau sur lequel la sensibilité du lecteur se greffe. Il y a énormément de très bons écrivains qui sont tout à fait lisibles, tout à fait intelligibles. On suit avec délectation leurs histoires, et il y a des histoires, ils écrivent pas à l'envers ou ils font pas des pauses de saltimbanque, parce que l'audace qu'ils ont eue est beaucoup plus... c'est la phrase qu'adore répéter Cocteau dans ses essais. Alors, deux manières de tenter la postérité, soit vous jouez Rimbaud, soit vous jouez Verlaine, et si vous n'êtes pas Rimbaud, vous essayez d'être Verlaine. Donc il a imaginé Radiguet comme un Rimbaud moderne, et il n'arrête pas de répéter dans ses essais que Radiguet lui a appris les joies et les subtilités de l'audace interne, celles qui ne se dévoilent pas comme de manière aussi ostentatoire que peut-être ce dont vous parlez, avec des tics vraiment d'avant-garde qui sont les plus datés souvent. Et l'audace interne, encore une fois, c'est tout simplement trouver une manière de créer le mystère autour d'un personnage en morcelant d'une certaine manière la révélation d'informations sur lui pour ne donner que le minimum d'informations pour amorcer l'imagination du lecteur et faire en sorte qu'il tourne la page pour avoir la suivante, et ainsi de suite. C'est seulement ça. Ou, comme je disais tout à l'heure, inventer des images à même de capter et d'incarner les sentiments, l'atmosphère d'un personnage ou d'une histoire. Pourquoi je parlais de ça? Je sais plus. Parle si je... Ouais, n'hésite pas à me couper. Hein, j'ajouterais sur le lien entre le lecteur et l'auteur. On n'est pas obligé d'être sensible à tous les livres non plus. Enfin, ça peut être il peut y avoir un lecteur pour un livre. Ce serait triste. Si c'est mon livre, ce serait très triste. Mais ça serait poussé. Enfin, si on pousse à l'extrême, en fait, c'est pas grave si tous les lecteurs ne sont pas sensibles à ce qu'a écrit un écrivain, même si on le considère comme une œuvre littéraire. Par exemple, Cocteau, dont je viens de parler, là je suis en train de lire Journal d'un inconnu, et c'est les premières pages, les premières dizaines de pages sont insupportables d'égotisme, et
et malgré tout le talent fourni par Cocteau pour se faire apprécier, pour se faire aimer, c'est vrai que quelqu'un qui ne supporte pas ce genre de tempérament, et je le supporte de moins en moins, peut rester à l'extérieur du livre, en dehors du livre, parce que comme dans ce livre il n'y a que Cocteau, en fait, il bouffe tout l'oxygène dont aurait besoin le lecteur pour un peu rentrer dedans et faire sien l'ouvrage. Et de toute manière, les gens qui demandent à être aimés sont souvent insupportables. Donc je ne les aime pas. Enfin, je les aime pas. Cocteau est un grand écrivain et je le cite souvent. C'est dire, malgré son côté tête à claque, qu'il doit avoir du talent. Donc, pour revenir dans le vif du sujet, pour apprécier la littérature à son plein potentiel, il faut développer son palais. Parce que la gastronomie ou l'œnologie, ce n'est que des sens à aiguiser pour percevoir les nuances les plus fines de la vie, de la nature, d'un tanin ou d'une acidité, et voir comment ça fonctionne, voir quelle harmonie ça crée dans votre verre de vin ou dans votre assiette, pour découvrir autre chose, expérimenter autre chose, et redécouvrir peut-être des mets maintes fois cuisinés, mais là cuisiner de telle manière qu'on redécouvre tous les ingrédients du plat. Sur Netflix, il y a une série documentaire justement sur les chefs qui s'appelle Chef Table, un truc comme ça, qui est assez intéressante, que moi je suis en train de regarder, et à chaque fois qu'un chef parle un peu de son art et parle de sa manière de travailler, de créer, le parallèle avec la littérature ou toute autre forme d'art est assez facile à faire. Et je pense qu'en littérature, pour le lecteur, c'est la même chose. Il y a une maturité à travailler de ses sens, de sa sensibilité. Et si parfois on n'est pas sensible à tel texte, à tel auteur, soit c'est qu'il y a une incompatibilité de tempérament, et ça, faut pas insister, tant pis, soit on change, et dans 10 ans on arrivera à comprendre Cocteau, parce que à force d'être mal aimé comme lui, on en viendra à le plaindre, soit c'est tout simplement parce qu'on n'a pas la sensibilité assez fine pour comprendre toutes les nuances, toutes les finesses d'analyse psychologique de tel personnage, ou la métaphore trouvée à la fin du chapitre, ou je sais pas quoi. Et cette attention aux détails est très importante quand on lit, surtout, d'autant plus importante si on lit pour savoir écrire, pour comprendre comment ça fonctionne, et pour essayer de restituer cette joie esthétique qu'on a en tant que lecteur quand on se met nous-mêmes à écrire. Et du coup, je trouve que plus justement on aura aiguisé son palais, plus ce plaisir ou cette joie esthétique sera grand, comme en gastronomie, mais aussi comme dans certains sports en fait. Par exemple, si on veut pratiquer de la plongée sous-marine, ça demande certaines contraintes, c'est assez contraignant. Voilà, on va mettre une combinaison en néoprène, mouillée, on va aller sur un bateau, avoir le mal de mer. C'est pas très confortable, mais ensuite, quand on plonge, on a une nouvelle découverte du monde parce qu'on se promène en 3 dimensions, on découvre un univers qu'on n'a pas l'habitude de voir quotidiennement. Et en fait, le plaisir n'en est que décuplé. Et c'est vrai qu'il a fallu faire un effort quand même au départ pour éprouver ce plaisir et éprouver ces nouvelles sensations et cette connexion au monde qui est différente de notre connexion au monde de tous les jours. Est-ce que ça veut dire qu'une œuvre littéraire, c'est une œuvre qui est difficile à aborder, alors justement? Ben en fait, c'est pas forcément, mais c'est... ça dépend de la maturité du lecteur, je pense. Il y a
par exemple, je sais pas moi, on va dire Gatsby le Magnifique, qui est un livre très simple. Il y a une histoire, des personnages, il n'y a pas de trucs compliqués, avant-gardistes, déconstructivistes, je sais pas quoi. Pour autant, Ce sont des Américains. Pardon ? Ce sont des Américains. Oui, mais vous avez des Russes qui savent écrire aussi bien des histoires et aussi des Français, des Anglais. Enfin voilà, il n'y a pas d'incompatibilité à ce niveau-là. Et je peux imaginer très bien un lecteur pour qui c'est peut-être la première lecture et qui est désarçonné par tel raccourci. Parce que, en fait, le problème, c'est une question de vitesse. Les bons écrivains sont des écrivains très rapides, puisque ils font des associations d'idées et d'images très rapidement et peuvent, en une ellipse, un raccourci, une comparaison audacieuse, perdre le lecteur. Je ne sais plus, dernièrement j'avais comparé Proust et Stendhal, c'est ça ? Proust et Modiano. Proust et Modiano, visiblement c'était audacieux comme comparaison, alors que pour moi c'était très naturel et très évident. Et c'est ce genre de choses en fait qui, plus que des tentatives avant-gardistes ratées, qui peuvent désarçonner un lecteur qui manque d'entraînement en fait, qui n'a pas encore les muscles pour suivre la rapidité de pensée de l'auteur. Et au fur et à mesure qu'il s'entraîne, il va développer cette capacité-là. Modiano, excusez-moi, vous disiez que vous y perdiez ou vous y perdiez pas ? Bah non, je trouve ça très simple. Oui, simple au sens... oui, dans ce sens... Non, mais c'est très... Moi, j'aime beaucoup. Ouais, non, mais c'est vrai que parfois on se perd aussi avec les... Bah, ce sont des personnages qui se perdent, qui fuient, Alors après la suggestivité de l'auteur, en ce sens où il en dit le moins possible pour nous faire imaginer le plus, et c'est plus un travail d'atmosphère que véritablement... une histoire. Si, il y a histoire. C'est toujours Mais que, disons qu'il pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses, ce qui est très bien, hein. Un écrivain n'est pas censé apporter des réponses à tout. Il est là pour poser des questions et laisser le lecteur trouver les réponses en interprétant le matériau. Est-ce que l'atmosphère suffit ? Est-ce que l'atmosphère suffit ? Alors une atmosphère... Je crois que l'atmosphère ne suffit pas. L'atmosphère n'est jamais seule. L'atmosphère, bon, c'est pas mal. Et le problème de tous les discours sur la littérature, et les miens y compris, sont biaisés parce qu'on essaye de séparer des choses qui sont inséparables. Quand on sépare le style du fond, les personnages de l'atmosphère ou l'atmosphère de l'histoire, c'est impossible parce qu'une atmosphère n'arrive jamais seule. Il y a toujours un élément humain, un élément d'histoire plus ou moins présent, dans des proportions plus ou moins importantes, mais c'est un tout. Bien sûr, mais enfin, c'est intéressant de le décortiquer, comme vous avez dit, la gastronomie, le tanin, etc. Je sais maintenant ce que c'est que le tanin, etc. C'est un peu pareil, donc il faut aussi décortiquer. Mais c'est toujours, excuse-moi de te couper, c'est toujours, en fait, c'est une analyse du détail, toujours ramenée au tout. Il y a une vue holistique que certains universitaires peuvent perdre en essayant vraiment de se spécialiser à mort sur un auteur, une technique littéraire, un courant littéraire, parce qu'en université, il faut avoir sa spécialité, donc finalement, à la fin, certains arrivent à devenir roi des chiottes, mais il faut prendre une œuvre littéraire comme un tout, et non seulement dissocier chacun des éléments pour le juger, mais surtout et avant tout, le juger par rapport aux autres éléments. Voir comment ça s'harmonise les uns et les autres, et qu'est-ce que l'atmosphère apporte à l'histoire, qu'est-ce que l'histoire permet d'apporter à la construction du personnage et à ce qu'on en ressent, etc., etc. Et surtout, qu'est-ce que la manière d'écrire apporte à la matière. Et là aussi, c'est absurde de séparer les deux, parce que il n'y a pas de pensée sans forme. Il n'y a pas de matière sans manière. Donc
C'est pour ça que c'est compliqué de parler de littérature. C'est pour ça que ça met rarement les gens d'accord, et c'est pour ça que la littérature reste vivante, sans doute. Et je pense que cet aspect non consensuel comme ça, de ces discussions sur la littérature tient au fait que la littérature est une passion, enfin doit être une passion pour être vraiment ressentie pleinement, mais une passion quasi religieuse. Hein. Alors je ne vous demande pas de devenir fanatique et d'installer des bûchers à Paris, mais disons que ça implique une ferveur, une croyance. On dit souvent que pour qu'une histoire soit réussie, il faut que le lecteur consente à suspendre son incrédulité et croit ce que va lui raconter l'auteur. C'est un peu comme si vous alliez à un spectacle de magie et que vous n'arrêtez pas de dire pendant que le tour de magie a eu lieu, c'est truqué, c'est faux, c'est un tour de magie. Ben oui, bien sûr, c'est pour ça que vous êtes là. Donc il y a un appel en fait à la croyance, et qui dit appel à la croyance dit hérésie en fait, dit prise de tête et engueulade, parce que personne n'a la même interprétation de la loi religieuse ou des textes religieux. De la même manière, les textes littéraires, s'ils sont intéressants, créent des lectures divergentes. Excusez-moi. Oui. Je lisais la bio de madame, j'ai oublié votre nom, excusez-moi. Anne Bouchara. D'accord. Et j'ai vu que vous étiez chimiste. Oui. Et que vous écriviez depuis l'âge de 6 ans. Oui. Donc c'est quand même très intéressant. Je ne sais pas si vous exercez toujours votre profession. Oui, si. Voilà, c'est ça que je trouve très intéressant. Et votre goût de la littérature, vous dites que vous écrivez depuis l'âge de 6 ans, donc je me suis assez reconnue dans le personnage. Et comment ça vous est venu, comment vous l'avez cultivé, comment vous l'avez enrichi jusqu'à écrire vraiment. Je ne sais pas s'il faut écrire pour soi ou écrire pour les autres, les deux ne sont pas compatibles, mais j'aimerais bien connaître votre parcours et votre... Alors, moi, j'ai commencé à écrire vraiment toute petite, et c'était plus parce que j'ai commencé à écrire des petits poèmes, en fait. Et c'est plus le rythme des mots et la musique des mots, même dans la vie quotidienne, qui m'amusait. Et j'ai eu envie de jouer avec les mots, avec les répétitions, et aussi pour exprimer aussi ma découverte du monde quand j'étais toute petite. Et j'ai beaucoup lu de poésie, enfin petite, je lisais beaucoup Prévert, c'était mon livre de chevet. Et j'ai cultivé au fur et à mesure, enfin j'ai eu la chance, comme mon père aime beaucoup lire, d'être entourée de livres à la maison. Et du coup, pour moi, en fait, ça a été tout le temps une partie intégrante de ma vie, à la fois de lire et d'écrire. Et quand il y a eu des périodes trop longues ou sans écriture, je me sentais pas bien, en fait. Et pour moi, écrire, alors c'était... écrire, au départ, c'était peut-être un petit peu plus pour dire comment je voyais le monde, mais ça a toujours été pour les autres. Je me souviens, quand j'étais petite, j'avais un petit journal... on m'avait offert un petit journal intime avec un cadenas, donc j'avais enlevé le cadenas, j'avais marqué journal public. Ouais, c'est bien ça. C'est rare, Et c'est bien. Oui, parce qu'en général, on est pudique, on ne va pas trop... Et donc, voilà comment... Tu t'es faite pour être écrite. Je suis venue comme ça à la littérature. C'est comme anecdote, ceci dit, l'histoire du truc qu'on claque. Ça c'est... Moi, ma fille, c'était le contraire. Ouais. Quand je l'ai... Voilà, c'était au secours, on ne regarde pas, et c'est ce qui est normal, hein, je respecte l'intimité. Mais ce côté-là, je trouve que c'est... Et tu vois, c'est cette image du verrou retiré du journal intime, ça c'est une image forte, très visuelle, que vous pouvez utiliser ou que tu utiliseras un jour pour signaler quelque chose d'un personnage. Et c'est ça qu'il faut trouver quand on écrit, en tout cas quand on écrit des histoires. Ce sont ce genre de transcription visuelle ou sensible de quelque chose de diffus du personnage, qui n'est pas obligatoire de nommer, parce que nommer retire les 3/4 du plaisir de lecture.
et qui tout de suite en fait fait scène en fait. Et après, c'est dans la dernière adaptation de Gatsby, qui n'était pas géniale, à un moment, à la fin, le narrateur qui écrit l'histoire de Gatsby intitule son manuscrit Gatsby, et tout est écrit, c'est prêt à être envoyé chez l'éditeur, et il a un doute, et il rajoute à la main The Great Gatsby. Et ça révèle quelque chose de sa prise de conscience de ce qu'est Gatsby, et révèle quelque chose de son rapport au personnage. Donc c'est très intéressant ce que tu viens de nous révéler là. Et après, en fait, j'ai toujours continué à écrire. Alors après, depuis quelques années, je publie des poèmes dans une toute petite revue littéraire. Et depuis non, un an... il ne faut pas dire toute petite revue littéraire, il faut dire revue très sélecte. Une revue extrêmement sélective. Il faut apprendre à se vendre dans les écrivains, sinon... Et ça s'appelle comment, cette revue ? C'est Intervention à haute voix, ça s'appelle. Elle est uniquement par abonnement. D'accord. Ah oui, elle est très sélecte. Uniquement par abonnement. Et j'ai eu la chance de rencontrer Thibaut il y a à peu près un an, qui m'a accompagnée, enfin ça a été vraiment un travail de compagnonnage dans l'écriture de nouvelles. Et donc maintenant j'ai, grâce à Thibaut, un site internet sur lequel ma nouvelle pour l'instant, bientôt la deuxième, sont disponibles. Et vous pouvez vous inscrire à sa newsletter pour être tenu informé de ses futures parutions. annebouchara.fr, allez-y. Donc en numérique uniquement, hein ? Oui. Papier. Oui, pour quelques nouvelles, il n'y a pas de véritable pertinence à imprimer quelque chose, mais quand il y a un recueil de quelques textes, tu pourras appeler Gallimard ou Grasset en demandant à être publié instamment. Il est quelle heure ? On parlait de la littérature un peu comme une religion. Et je trouve que dans la littérature, il y a un côté salvateur, un petit peu comme justement ce qu'on peut trouver dans la religion. Enfin, à la fois salvateur quand on écrit et aussi quand on lit. Il y a des textes qui parfois nous orientent, des textes qu'on peut lire jeune ou moins jeune. Je trouve qu'ils nous donnent un petit peu des idées sur la vie qui nous permettent de nous orienter, de nous donner des pistes pour la vie ou parfois de nous réconforter. J'ai une amie récemment qui me disait que quand elle avait des périodes difficiles dans sa vie, elle relit le prologue d'Antigone d'Anouilh, Les Chœurs, où Anouilh a écrit que en fait, toute l'histoire est déjà faite, que Antigone va mourir, etc. Tout est foutu. Que tout est foutu. Et elle, justement, elle lit ça pour se dire, non, justement, tout n'est pas écrit d'avance. Et comme c'est quelqu'un de très optimiste, en toutes circonstances, ça lui redonne de l'élan. Et je trouve qu'il y a justement ce côté salvateur dans la littérature. Tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, justement, en fait, en faisant les comparaisons avec les autres arts, ce qui est intéressant dans la littérature, c'est que justement, quand on écoute de la musique, quelle que soit notre culture, on entend la musique. Quand on regarde un tableau, on voit le tableau. Et en fait, la littérature, il y a aussi ce côté magique. Déjà, rien que de le décryptage, savoir lire, vraiment au sens déchiffré. Voilà, par exemple, ça, c'est un texte écrit en français, j'arrive à le déchiffrer facilement. Si c'était écrit en japonais ou avec des caractères hébreux ou arabes, je ne saurais pas du tout ce que c'est. Et je trouve qu'il y a ce côté magique déjà de savoir lire, décrypter ce qui est écrit, les mots, et ensuite décrypter ce que l'auteur a voulu dire. Il a joué avec les mots, il les a assemblés d'une certaine manière, ou il les a désassemblés, et avoir cet univers qui apparaît. En fait, c'est une forme d'art qui est très particulière parce que le lecteur a un rôle fondamental, en fait. Une responsabilité fondamentale dans l'œuvre d'art. Le livre n'existe pas seul. Oui. Comme une sculpture, ouais. C'est quelque chose, c'est une information encodée qui a besoin d'être décodée par le lecteur. Et s'il ne se prête pas un tant soit peu au jeu, avec bonne volonté et éventuellement quelques efforts pour se mettre à hauteur de la sensibilité de l'auteur, la rencontre ne peut pas avoir lieu. De l'incommunicabilité entre les êtres. Autre sujet. Je vais vous libérer. Merci d'être venu et de toutes vos questions et de toutes vos participations.